Bonjour, je suis Isabelle Ray du journal Le Monde et je suis le logement depuis très longtemps maintenant. Et donc, on va, je pense pas dès ce soir résoudre la crise du logement, mais on va en parler avec des angles assez différents. Ça va qu'on fait un petit patchwork sur, en fait, surtout l'intervention publique, l'intervention de l'État sur le logement. Donc je voulais commencer par Gabriel Fac qui va nous parler de l'aide au logement, enfin du budget de l'État consacré au logement, un budget de 42 milliards d'euros, c'est pas mal quand même, et notamment sur les aides au logement. Je vais vous parler en fait essentiellement des aides à la personne. Mais pour effectivement remettre dans le contexte, donc l'État intervient sur le marché du logement de différentes façons, par des lois, des réglementations. On a parlé, vous avez dû entendre parler du contrôle des loyers, vous avez dû entendre parler des obligations pour certaines communes d'avoir un certain pourcentage de logement social sur leur commune. Et puis, il y a des aides financières. Et donc, les aides financières sont relativement importantes, en particulier par rapport à d'autres pays européens. Elles représentent 2% du PIB et elles peuvent être classées en deux catégories. Il y a les aides qui sont directement versées aux consommateurs et donc qui visent à solvabiliser la demande des ménages en couvrant une partie de leurs dépenses de logement. Et puis, il y a les aides aux producteurs qui visent à agir directement sur l'offre de logement via des subventions d'investissement, des avantages de taux, etc. Alors, la part principale de la politique du logement, ce qui représente le plus, c'est les aides à la personne, qui représentent environ 43% des aides. Alors, c'est les aides qui sont donc directement versées aux ménages pour qu'ils puissent payer une partie de leurs dépenses de logement. Et donc, une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ce type d'aide est devenu l'outil prédominant de la politique du logement en France et quelle est l'efficacité de ces aides. Donc, en fait, je vais discuter ça. Je vais d'abord parler des raisons pour lesquelles on a abandonné les aides visant à subventionner la construction de logements sociaux, ce qu'on appelle en général les aides à la pierre. Et ensuite, je vais parler donc du bilan sur les aides à la personne et conclure sur les pistes de réforme. Donc d'abord, pourquoi est-ce que l'État s'est mis à développer de plus en plus l'aide au logement sous la forme d'aide à la personne, par opposition aux aides à la pierre, donc qui consistent à subventionner directement la construction de logements, en particulier la construction de logements sociaux. Donc, c'est venu d'un constat sur un certain nombre de critiques qui ont été faites à ces aides à la pierre et au logement social. Alors, avant de parler de critiques, on peut quand même rappeler l'avantage procuré par le logement social. Le logement social a eu un effet réel sur l'amélioration des conditions de logement des ménages. Par exemple, il y a une étude qui a été publiée en 2014 qui montre que les ménages qui habitent dans le logement social ont des logements de meilleure qualité, enfin, en tout cas des logements avec des bonnes conditions, et en particulier en Ile-de-France, des logements plus grands. L'avantage d'habiter dans un logement social en Ile-de-France, c'est en moyenne, les individus ont 10 mètres carrés de plus, les ménages ont 10 mètres carrés de plus que ceux qui habitent dans le secteur privé, donc c'est quand même considérable. Et on peut évaluer quel est l'avantage monétaire du fait d'habiter dans un logement social, c'est-à-dire combien ça coûterait en plus d'habiter dans un logement similaire si on était dans le secteur privé. Et cet avantage monétaire, il a été chiffré par la même étude à environ 260 € par mois en France. Et si on se concentre sur l'Île-de-France, c'est 400 € par mois. Donc c'est un montant important qui est procuré par l'avantage d'habiter dans un logement social qui a un loyer plus faible que dans le secteur privé. Ça, c'est les avantages du logement social. Les critiques, il y en a essentiellement de deux ordres. D'une part, ça crée des inégalités horizontales, et d'autre part, ça a un impact sur la concentration spatiale des inégalités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des inégalités horizontales ? On parle d'inégalités horizontales quand on a deux ménages qui ont les mêmes caractéristiques, les mêmes revenus, mais qui ne sont pas traités de la même façon par la collectivité. Et en l'occurrence, le problème avec le logement social, c'est que, étant donné les barèmes du logement social, il y a environ 2/3 des ménages en France qui pourraient demander un logement social, qui, d'après leurs revenus, seraient éligibles à un logement social. Mais comme évidemment, il n'y a pas 2/3 du parc de logement qui correspond à du logement social, il n'y en a qu'environ 17%. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de ménages qui auraient droit à du logement social et qui le demandent, qui ne vont pas pouvoir accéder au logement social. Et donc, ça crée des inégalités horizontales dans le sens où certains ménages arrivent à avoir un logement social et donc ils ont un avantage en termes, l'avantage qu'on vient de voir, et d'autres ménages n'ont pas droit à ce logement social. Alors, comme c'est un avantage important, quand un ménage réussit à avoir un logement social, il va essayer de le garder le plus longtemps possible.
donc ça diminue la mobilité dans le logement social, ce qui peut avoir des effets en termes d'emploi, mais ce qui peut aussi créer des situations où même des ménages qui auraient un revenu qui aurait augmenté par rapport au plafond de revenus qui donneront un logement social, ils vont rester dans leur logement. D'accord ? Donc ça, c'est une des premières critiques qui avait été formulée à l'encontre de l'aide au logement sous la forme de construction de logement social. La deuxième grosse critique qui a été formulée en particulier à l'encontre du logement social tel qu'il avait été construit dans les années 50 ou 70 avec des grands ensembles, c'est que ça concentrait les inégalités spatiales. Alors, le mécanisme, il est connu, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de populations défavorisées, en particulier des populations immigrées qui sont discriminées sur le marché du logement, qui ont du mal à trouver des logements sur le secteur privé. Et donc, pour ces populations, le logement social va devenir un peu le dernier recours. Et donc, il y a des études récentes qui ont montré qu'effectivement, l'accès au logement social, en particulier, par exemple, pour les populations immigrées, qui a été autorisé à partir de 1975 pour les immigrés récents, a effectivement conduit à une concentration de ces populations dans le logement social. Alors, en quoi ça pose problème, cette concentration spatiale des inégalités ? Ça pose problème si ça a un impact négatif sur les individus. Alors, en économie, on s'est intéressé en particulier à deux conséquences, les conséquences sur l'emploi, les conséquences sur les résultats scolaires. Évidemment, on peut penser à d'autres conséquences de la concentration spatiale des inégalités. Alors, en particulier, en quoi le fait d'avoir une concentration de population moins favorisée dans certains quartiers peut avoir un impact négatif sur l'emploi ? On peut envisager 3 types de mécanismes. Le premier, c'est que certains grands ensembles sont mal connectés aux lieux d'emploi. Il y en a qui sont bien connectés, en particulier en Île-de-France, mais il y en a d'autres qui sont situés dans des endroits qui sont mal connectés d'un point de vue de transport. Et donc, s'il y a une déconnexion entre le lieu de résidence et le lieu d'emploi, ça va être plus difficile de trouver un emploi. La deuxième raison, c'est qu'il y a un nombre important d'emplois qui sont trouvés via des réseaux. Et meilleur est votre réseau, plus grandes seront les chances de trouver un emploi. Mais si le réseau autour de vous, en particulier les réseaux du quartier, est constitué en grande partie de personnes qui sont aussi au chômage, ça va être plus dur de trouver un emploi. Et la troisième raison, c'est qu'il y a de la discrimination. Il peut y avoir de la discrimination de la part des employeurs sur la base du lieu d'habitation. Il y a une étude de Lortie et d'autres co-auteurs qui ont montré que en faisant du testing, donc en envoyant des CV avec différentes caractéristiques, on voit que le fait d'habiter à Sarcelles a un impact négatif sur la probabilité d'avoir un entretien par rapport au fait d'habiter, par exemple, à Enghien-les-Bains. Donc, ces raisons-là expliquent que le fait d'habiter dans un quartier où se concentrent les inégalités va avoir un impact négatif sur la probabilité de trouver un emploi. Ça peut aussi avoir un impact négatif sur les résultats scolaires parce que c'est plus difficile d'enseigner. Ça pose plus de difficultés quand il y a une concentration des inégalités dans certaines écoles. Étant donné ces critiques, il y a eu, donc dans les années 70, a été décidé de développer les aides à la personne plutôt que de subventionner la construction de logements sociaux. Quels sont les avantages des aides à la personne ? Les aides à la personne peuvent être directement ciblées vers les ménages les plus pauvres. Elles sont attachées à un ménage plutôt qu'au logement. Ça veut dire que le ménage va les garder même s'il déménage. Et en plus, comme ça dépend vraiment du revenu des ménages chaque année, on peut vraiment cibler les aides sur les ménages les plus pauvres. Et donc, il y a bien une redistribution verticale vers les ménages les plus pauvres. Alors, si on regarde quel est le pourcentage de ménages qui sont bénéficiaires d'aide en fonction du décile de revenus par unité de consommation, c'est-à-dire qu'on classe la population, les 10% des ménages les plus pauvres, ensuite ceux qui sont dans le deuxième décile, etc., jusqu'aux 10% des ménages les plus riches, on voit que plus de 70% des ménages du premier décile bénéficient d'aide, alors que les ménages qui ont des revenus plus élevés ont beaucoup moins d'aide. Alors, la législation est très complexe, donc je passe un peu sur les détails de la législation. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que donc, les aides sont calculées maintenant de manière similaire dans le parc privé et le parc social, ce n'était pas le cas avant. Et elles dépendent essentiellement, donc le calcul des aides dépend de la composition du ménage, le nombre d'enfants par exemple, du niveau de ressources, du loyer
et de la zone géographique. Le fait d'habiter à Paris va donner droit, par exemple, à une aide un peu plus élevée que si on habite dans une zone qui est une zone rurale, par exemple. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est exactement comment le montant des aides va varier en fonction du niveau du loyer et en fonction des ressources des individus. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais il y a différentes courbes qui montrent le montant d'aide au logement en fonction du loyer pour différentes catégories de personnes. Donc, par exemple, un parent isolé sans revenu d'activité peut avoir jusqu'à environ 370 € d'aide par mois. Mais ce montant d'aide donc, va augmenter avec le loyer jusqu'à un loyer plafond. Et donc pour les ménages qui ont un loyer qui est en dessous du loyer plafond, ce qu'on voit, c'est que si le loyer augmente d'1 €, l'aide va augmenter d'1 € également, jusqu'au loyer plafond. Quand le loyer atteint ce loyer plafond, l'aide ne va plus augmenter. D'accord ? Alors pourquoi est-ce que je montre ça ? Pour mettre en évidence un mécanisme qui peut être problématique, c'est que si les aides augmentent 1 pour 1 quand le loyer augmente, ben ça peut avoir un effet inflationniste, c'est-à-dire que si les propriétaires voient que s'ils augmentent le loyer de 1 €, eh ben, l'aide va augmenter de 1 €, donc les ménages ne vont pas nécessairement payer plus cher, ben, ils vont avoir une incitation à augmenter le loyer de manière à capter les aides qui sont versées par l'État. Donc, c'est un des premiers problèmes de l'aide au logement, c'est cet effet inflationniste. Alors, de fait, la plupart des ménages maintenant ont un loyer qui est supérieur au loyer plafond, 87% dans le secteur privé. Et donc, l'effet inflationniste, donc il y a une étude que j'ai faite qui a montré cet effet inflationniste. Évidemment, il va être d'autant plus fort, cet effet inflationniste, que l'offre de logement est limitée. C'est-à-dire que si on donne des aides à des ménages à Paris, où l'offre de logement est assez... voilà, il n'y a pas beaucoup de construction de logements, et ben, si les ménages demandent plus de logements, mais qu'en face, il n'y a pas beaucoup de nouveaux logements qui sont construits, ben, ça va avoir un effet essentiellement d'augmenter les loyers. Cet effet, il peut être aussi d'autant plus fort que l'aide est visible par les bailleurs, donc par les propriétaires qui louent les logements. S'ils voient exactement, s'ils sont en mesure de voir quel est le montant de l'aide qui est versé aux ménages, ils peuvent plus facilement ajuster le loyer en fonction. Et en particulier, pour une grande partie des ménages, l'aide est versée directement aux propriétaires bailleurs, donc ça peut avoir un impact effectivement sur les possibilités par les propriétaires d'ajuster l'aide. Alors, on peut se demander si quand on donne des aides et que ça fait augmenter les loyers, est-ce que les propriétaires ajustent la qualité des logements ? Alors, c'est possible, ça n'a pas été mesuré de façon précise dans les enquêtes, c'est-à-dire qu'on voit que les ménages qui ont bénéficié d'aides se sont pas mis à habiter, par exemple, dans des logements qui sont beaucoup plus grands. Peut-être qu'ils ont bénéficié, par exemple, peut-être que les propriétaires ont repeint l'appartement ou des choses comme ça, c'est pas mesurable dans les enquêtes. Donc, ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a eu un effet, une augmentation des aides a conduit à une augmentation des loyers. Donc, ces résultats qu'on trouve sur la France sont des résultats qu'on trouve aussi dans d'autres pays quand on regarde l'impact de ce type de politique. Donc ça, c'est une des premières limites des aides à la personne, c'est que ça a un effet inflationniste sur les loyers. Une deuxième limite, c'est que en fait, les aides à la personne, les aides au logement, sont assez mal connectées avec le reste des aides, des prestations sociales qui sont versées en France. En particulier, si on regarde quelles sont les prestations sociales qui sont versées aux ménages qui ont des faibles revenus, c'est essentiellement le RSA, donc le RSA socle pour les ménages qui n'ont aucun revenu, pardon. Et ensuite le RSA activité pour les ménages qui reprennent un travail. Et puis il y a aussi la prime pour l'emploi qui est versée à certains ménages. Et ce qu'on voit, c'est que le système s'articule mal, c'est-à-dire que ce qu'on aimerait, c'est que évidemment, on aide les ménages qui ont peu de ressources, mais que le système soit aussi incitatif au retour à l'emploi. C'est-à-dire que c'est important que quand les ménages retrouvent un travail, ils puissent avoir une augmentation de leurs revenus. Or, le système est tel, et en particulier le calcul des aides au logement est tel, que en fait, quand un ménage retrouve un travail rémunéré, l'augmentation de son revenu par son activité rémunérée est en grande partie limité par le fait que les aides au logement lui sont retirées très rapidement. Donc, pour vous donner une idée,
si un ménage gagne 100 € de plus grâce à une activité rémunérée, en fait, son revenu disponible ne va augmenter que de 27 € parce qu'il y aura une grande partie des aides qui lui sont retirées. Donc, c'est assez peu incitatif au retour à l'emploi parce que ça veut dire que si on trouve un travail rémunéré, comme les aides vont être fortement diminuées, le revenu disponible des ménages ne va pas beaucoup augmenter. Et donc, en fait, c'est assez dommage parce que le revenu de solidarité active a été pensé justement pour être incitatif au retour à l'emploi. Mais comme on n'a pas pris en compte l'interaction entre le revenu de solidarité active et l'aide au logement, on a toujours un système qui est finalement assez peu incitatif au retour à l'emploi. Donc, pour conclure, je ne sais pas combien de temps il me reste. Pour conclure, quelles sont les pistes de réforme? Alors, s'il y a un effet fortement inflationniste, en particulier dans les zones où il y a peu de construction, plutôt que de subventionner directement les ménages, ce serait peut-être plus efficace de subventionner, de réfléchir à des façons de favoriser la construction, en particulier en essayant de trouver des moyens de dégager des terrains constructibles. Une autre piste de réforme, c'est finalement si les aides au logement sont devenues un peu comme une autre prestation sociale, mais qu'elles sont mal connectées avec les autres prestations sociales, une piste de réforme, c'est de fusionner les aides au logement avec le revenu de solidarité active et la prime pour l'emploi, un peu à la manière de ce qui a été fait en Angleterre, qui devrait être appliqué en 2017 avec le Universal Credit, donc avoir une seule prestation sociale qui permet de simplifier le système et qui permet justement de bien penser quels vont être les effets sur le retour à l'emploi. D'accord ? Alors, l'avantage de cette réforme que j'ai proposée avec d'autres auteurs via l'Institut des politiques publiques, donc ce serait de réduire les effets inflationnistes de l'aide, de simplifier le système et de permettre une meilleure incitation au retour à l'emploi. Évidemment, comme les politiques actuellement ne sont pas définies de la même manière, ça pose un certain nombre de questions. Et en particulier, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes parmi vous, le revenu de solidarité active n'est pas versé aux jeunes de moins de 25 ans. Les aides au logement sont versées aux jeunes dès qu'ils partent de chez leurs parents. Donc il y aurait vraiment une idée de comment arriver à trouver une allocation universelle qui puisse aider tout le monde. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc 18 milliards d'aides au logement personnel qui vont à 6 millions de ménages de mémoire et surtout un poste qui augmente de 400 à 500 millions d'euros par an. Et donc c'est une vraie préoccupation pour les finances publiques, ces aides au logement. Et donc, est-ce qu'il y a une chance que cette piste de réforme soit adoptée ? C'est pas à moi qu'il faut demander. Est-ce qu'il y a une question? Je dis une parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui? Oui, bonjour. Je voulais savoir si la prime d'activité qui a été mise en place au 1er janvier 2016 change un peu les choses ou pas, parce que ces modes de calcul sont un peu différents du RSA, l'ancien RSA activité. Et ça fusionne déjà le RSA activité et la PPE, la prime pour l'emploi. Donc est-ce que, par contre, ça ne fusionne pas avec l'APL? Voilà. Mais le mode de calcul, est-ce que ça rend le système moins désincitatif? Alors, je ne sais pas exactement, on n'a pas fait les simulations avec le nouveau système, mais effectivement, ce qu'il y a, c'est que, en particulier, le RSA est bien pensé pour avoir un impact bien incitatif au retour à l'emploi. Le problème vient vraiment de l'allocation logement qui diminue fortement quand le revenu augmente. Merci beaucoup. Maintenant, Guillaume Chapelle va nous parler plus de la politique d'offre et de construction et d'aide à la construction. Alors, ma réflexion est assez simple, elle va rebondir sur une des phrases de conclusion de Gabriel qui disait pour améliorer en fait la situation des ménages, une solution ce serait justement d'inciter à construire davantage, puisque pour que les ménages trouvent des logements à un prix abordable pour se loger. Donc, en fait, il y a déjà pas mal aussi de politiques publiques qui ont été mises en place pour essayer de stimuler la construction. Donc, on a parlé en première partie du logement social, qui était la politique de référence pendant les années 70-80, avec la construction des grands ensembles qu'on connaît tous. Mais en fait,
on n'a jamais vraiment cessé de stimuler la construction, de proposer des dispositifs pour que les gens construisent davantage. En France, on est un peu les champions du monde de stimulation de l'offre, de systèmes de dispositions fiscales pour inciter les gens à construire du neuf, que ce soit pour vous-même ou pour mettre en location. En fait, mon message va être relativement simple, c'est finalement, je ne sais pas si c'est grâce à ces politiques, mais on peut même se demander si vraiment on a besoin de construire davantage ou s'il n'est pas possible de faire mieux avec ce qu'on a. Parce que quand on regarde des chiffres, en fait, on parle de crise du logement à peu près tout le temps, mais on a plus de logements et on construit à peu près plus que tous les autres pays, dont de nombreux pays qui ne parlent pas en fait, de crise du logement. Donc en fait, je vais montrer un peu pourquoi. Alors pourquoi est-ce qu'on peut. Donc on va voir pourquoi on est les champions, pourquoi est-ce que les politiques publiques qu'on met en place pour stimuler la construction ne sont pas forcément très utiles, parce qu'elles se traduisent également par des effets inflationnistes, mais ici, pas au niveau des loyers, mais davantage au niveau des prix. Bien sûr, ça peut se répercuter sur les loyers après. Et en fait, et Gabriel l'a déjà souligné, parce qu'en fait, on a un problème d'accès au foncier. Et le foncier est une ressource rare, limitée. Donc du coup, si on stimule, on essaie de construire toujours plus de logements, on augmente la demande pour le terrain. Et en fait, on augmente tout simplement la valeur du terrain si plus de terrains ne sont pas mis à disposition. Et on va voir pourquoi est-ce que finalement le terrain est une ressource rare et voir si c'est un problème ou non en soi. Alors en fait, la France investit beaucoup dans le logement. On investit à peu près, donc la construction et la rénovation de logements, ça représente 6% du produit intérieur brut. Et donc du coup, on peut se demander est-ce que c'est le résultat d'une politique volontariste, justement parce qu'on finance beaucoup, on subventionne. C'est pas certain, c'est juste aussi parce qu'on a peut-être un secteur du logement qui fonctionne plutôt pas mal au niveau du BTP. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on investit beaucoup et pourtant on a des prix qui augmentent. Mais en fait, qu'est-ce qui augmente dans le logement ? C'est pas forcément la valeur du bâtiment en lui-même, mais c'est la valeur de ce qu'il y a sous le logement. Un logement, c'est un terrain et une structure au-dessus. Et en fait, au cours des 20 dernières années, on voit qu'en fait, avant, quand vous aviez un logement en moyenne en France, vous aviez 20% de terrain et 80% de structure. Et maintenant, en fait, si on fait le calcul, on se retrouve avec davantage un logement. Quand vous regardez une maison, devant vous, vous avez une structure qui représente 50% de la valeur de votre logement, et le terrain en dessous représente l'autre moitié. Donc du coup, la valeur, l'importance du terrain dans le prix, dans la valorisation d'un logement est devenue énorme. Et donc du coup, c'est justement parce que le terrain est quelque chose qui est rare. Alors pourquoi est-ce que la valeur du terrain augmente en économie ? Tout simplement, le fait qu'on ait une ville qui croisse, ça explique déjà pourquoi est-ce que la valeur, la rente de localisation, la valeur du terrain sous-jacent aux habitations prend de la valeur. Donc, parce que la population croît, parce qu'on est plus nombreux, ça explique déjà en partie une partie de l'histoire. Mais aussi, il y a le fait le terrain, on est dans un pays avec une histoire ancienne, le terrain, c'est quelque chose qui est rare, c'est une ressource rare. Elle est rare, pas forcément pour des contraintes géographiques. Quand on regarde Paris, on est quand même on a une grande agglomération, mais qui est dans une plaine, donc finalement, il n'y a pas de montagnes qui viennent enserrer la ville, comme on pourrait penser à l'exemple de Grenoble, par exemple, ou à la Côte d'Azur, où vous avez tout à flanc de montagne et à bord de mer. Donc, nos grosses villes, comme Paris, ne sont pas forcément limitées par les contraintes naturelles, mais tout simplement par le phénomène premier. Plus on croît, plus on a une ville importante, plus la valeur du terrain augmente. Et puis après, quand on arrive quand même à un moment où il faut se préoccuper des impacts écologiques, environnementaux, que peut avoir l'extension, la croissance d'une ville. Donc du coup, là, sur cette carte, ce que je vous ai représenté, c'est finalement, nous-mêmes, on est aussi amenés à limiter la croissance des villes. Et d'une, pour respecter notre patrimoine. Alors si vous regardez, là, c'est le Val-de-Marne avec le PLU, tous les petits cercles rouges, c'est les monuments historiques. Donc autour des monuments historiques, on évite de construire n'importe comment, de faire des grandes tours, etc. Vous avez aussi, donc du coup, on évite aussi de manger trop la forêt. Donc vous avez en vert les patrimoines, les forêts domaniales qui sont du patrimoine de l'État qu'il faut savoir respecter. Vous avez aussi les zones agricoles. On est un pays de tradition agricole, donc il ne faut pas non plus que la ville vienne dévorer complètement les ressources agricoles du pays. Donc on limite. Donc pour cela, on développe les PLU, les plans locaux d'urbanisme, qui viennent en fait un peu encadrer le développement. C'est-à-dire que quand vous achetez un terrain, vos élus locaux peuvent vous dire si oui ou non vous avez le droit de construire dessus. Donc du coup,
intrinsèquement, par cette réglementation, on fait en sorte que le terrain soit quelque chose de rare. Et donc, vous avez aussi des contraintes naturelles. Quand vous voulez construire, il faut prendre en compte, donc là, ce que vous avez en bleu foncé, c'est les zones inondables. Donc, on ne peut pas construire n'importe où, à n'importe quel prix. On ne va pas aller laisser les gens construire des logements aussi dans les zones qui sont potentiellement trop inondables. Donc on va essayer de limiter aussi le développement humain sur ces zones-là. Donc finalement, tout ça pour vous dire que les terrains, c'est un bien particulier qui a une composante extrêmement forte des logements. Donc maintenant 50% de la valeur en moyenne en France. Et donc du coup, vouloir stimuler l'offre à tout prix alors que le terrain est limité n'est pas forcément une excellente idée en soi. Parce que, tout simplement, si vous avez de toute façon un terrain, que vous donniez 10 € pour construire une maison dessus ou 150 € de subvention dessus, s'il n'y a qu'un terrain, il y aura toujours un seul logement qui pourra être construit, ou un seul bâtiment. Donc après, vous pouvez dire on va construire plus haut, etc. Mais c'est des problèmes de réglementation. Est-ce que c'est toujours justifié? On ne sait pas. Donc en fait, ce dont on se rend compte, c'est dû à cette rareté du foncier, à cette rareté un peu organisée, enfin du moins ce contrôle de l'utilisation des terres. En fait, quand on essaie de stimuler l'offre, par exemple via les dispositifs celliers, donc quand on défiscalise la location, quand on essaie de donner des prêts à taux zéro pour que les gens construisent des maisons neuves, en fait, on voit que c'est en général systématiquement répercuté dans les prix. Donc il y a 3 études concordantes sur ce sujet. Quand on vous donne en général 1 € de subvention pour construire du logement neuf, ça part dans les prix du terrain et donc après, a fortiori, dans les prix du logement. Donc ça n'aide pas forcément les gens à acheter plus facilement un logement, puisque tout est capturé par ce qu'on appelle la rente foncière. Donc, alors, est-ce qu'il faut donc, dans ce cas-là, plutôt que de donner des incitations, refaire comme dans les années 70 et construire du logement social? Le logement social, c'est quelque chose qui est un peu plus proche, contrôlé un peu de plus près par les puissances publiques. On peut décider de mettre un logement à un endroit. Mais en fait, oui, le problème, c'est ce serait une idée, mais en fait, c'est-à-dire que quand on fait du logement social, on est toujours dans le même cadre que je vous ai présenté. On est toujours dans les zones limitées où on a le droit de construire dans certains endroits. Et donc, du coup, quand vous construisez un logement social, en général, vous allez avoir une substitution. C'est-à-dire que c'est sur un terrain qui aurait été potentiellement utilisé par le secteur privé. Donc vous n'avez pas une augmentation globale de l'offre de logement. Il faudrait, dans ce cas-là, comme disait Gabriel, faire en sorte de libérer en même temps plus de foncier. Donc jusque-là, pourquoi pas juste libérer plus de foncier? Ça pourrait être une solution en soi. Les réglementations, du moins une partie d'entre elles, sont justifiées par des principes écologiques, par des principes de préservation du patrimoine, etc. Donc, mais en fait, on peut prendre un peu plus de recul. Est-il vraiment si important de construire plus? Et quand on regarde les indicateurs statistiques, en fait, en France, on peut se demander si vraiment la crise du logement, la difficulté qu'ont les gens à se loger, ça vient du nombre de logements en soi. Parce que quand on regarde les indicateurs de l'OCDE, on voit que finalement, on est sur le haut du panier. Quand on regarde le nombre de logements par rapport aux ménages, par rapport au nombre d'habitants, on est plutôt bien. Et dans des pays qui sont avec ces indicateurs en dessous de nous, en fait, ne parlent pas de crise du logement. Et en plus, non seulement en 2005, on était plutôt bien, mais on construit plus que tout le monde. Alors la France, c'est le 5e pays en partant de la droite. Vous avez l'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'Italie et la France. Et en plus, en 2005, on était bon, et en plus, on a continué à construire. Quand on rapporte la construction à la croissance de la population, on se rend compte que finalement, beaucoup de pays ont vu la construction s'effondrer à partir de la crise de 2007. En France, on a plutôt pas mal continué à construire. Le bleu ciel, c'est l'Espagne. Vous avez eu un phénomène de bulle avec un emballement de la construction qui s'est complètement effondré après le retournement de la conjoncture. Donc alors, si ce n'est pas un problème de logement, d'où vient la crise? Est-ce qu'elle vient des prix? Et donc on peut dire, oui, alors certes on a continué à construire, mais les prix dans les années 2000, ils ont continué à s'envoler. En noir foncé, vous avez donc les prix des logements. Et on voit que oui, en effet, même quand on les rapporte aux revenus des ménages, les prix des logements ont quasiment doublé au cours des années 2000. Alors oui, mais le prix du service logement, c'est deux choses. C'est les prix des logements, certes, pour ceux qui veulent acheter une maison, mais c'est aussi les loyers qu'on paie. Et quand on regarde les loyers, ils ont augmenté un tout petit peu, mais dans aucune proportion commune, donc c'est la courbe en gris, aucune proportion commune avec l'augmentation des prix. Donc si on veut caractériser un peu plus la crise du logement, il faut regarder les dépenses des logements. Donc là, du coup, on peut séparer ceux qui paient les loyers, ceux qui paient les prix, et en fait, à surprise, finalement, alors que les
les prix ont augmenté énormément et les loyers sont restés stables, ceux qui louent ont vu leurs dépenses de logement augmenter plus que ceux qui achètent. Et donc du coup, pourquoi? Parce que quand vous voulez acheter, en fait, vos dépenses de logement, ça va être de rembourser votre emprunt. Et si les taux sont plus bas, mais dans ce cas-là, ça peut en grande partie compenser cette hausse des prix. En revanche, pour les locataires, si en plus ils deviennent plus pauvres en général que les propriétaires, ils vont subir beaucoup plus fortement une petite augmentation parce que en fait, le loyer, s'il augmente, il sera pris emmagasiné de plein fouet par ceux qui louent. Et donc dans ce cas-là, on voit les locataires privés ont eu des dépenses de logement qui ont augmenté, alors que l'indice est resté plutôt stable. Elles ont augmenté d'environ 18%, alors que pour les accès, dans les mêmes proportions en fait que pour les accédants. Un peu moins pour les locataires du parc social. Et donc, du coup, on se retrouve finalement avec des taux d'effort, c'est-à-dire la part de vos revenus que vous dédiez au logement, qui sont qui sont fortes dans le locatif privé, qui sont restées relativement stables et qui ont augmenté dans le locatif privé, qui sont restés stables, relativement élevés pour les accédants, mais en un sens, ils sont en train d'investir pour augmenter leur patrimoine, et qui est un peu plus faible, même si elle a augmenté, que ce soit pour les locatifs HLM ou pour les propriétaires qui ont fini de rembourser leur emprunt. De plein droit, c'est quand on a fini de rembourser son emprunt. Et donc, finalement, quand on prend... Alors, est-ce que ces chiffres sont alarmants? Quand on prend encore un peu plus de recul et on regarde la part des dépenses dédiées par les ménages en France par rapport aux pays européens, on se rend compte que finalement, on est plutôt pas mal, encore une fois. C'est un peu la présentation des bonnes nouvelles. En France... Alors, bien sûr, il y a les problèmes, le fait que pour les ménages très pauvres, le problème que Gabriel a pointé, que les aides pour les plus pauvres sont captées par les ménages, mais en moyenne ou en médiane, pour le ménage moyen français, on dépense relativement peu, que ce soit dans le parc social ou le parc privé, pour se loger, relativement aux autres pays européens. Donc, en bilan, si, il y a bien sûr une crise, et Benjamin va vous donner un peu, c'est que finalement, il faut relativiser quand on parle de crise, d'augmentation des prix, etc. Il faut relativiser et pas regarder les prix comme ils sont. Certes, on pourrait modérer cette crise en rendant l'offre de logement plus flexible, en mettant en place, en augmentant les réserves foncières, etc. Mais, en fait, finalement, la France... au niveau du stock de logement, au niveau de son patrimoine de logement, a quand même quelque chose, a déjà des atouts par rapport à ses voisins européens. Et donc du coup, est-ce qu'on ne peut pas un peu faire mieux avec ce qu'on a déjà? Et là, je laisse la place à Benjamin qui va vous en parler. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est une crise à relativiser. C'est vrai que la France construit plus. L'Espagne a construit 50 000 logements, nous 350 000 en 2015. Et encore, l'Espagne revient de loin, c'était encore moins. Et on a plus de logements. La dépense par ménage consacrée au logement est plutôt dans les moyennes basses de l'Europe, c'est ça Oui, non. Il y a la dépense des Français pour leur... On est dans la moyenne très basse. C'est combien 23%. Oui, voilà, en fait, ça représente 20%, mais alors en plus, après, il faut distinguer en brut ou en net. Dans le parc privé, on est à 20% des dépenses de logement, donc en net. Et dans le parc social, on est à 11%, ce qui est extrêmement faible. 1 euro sur 10 de votre budget est dédié au logement dans le parc social. Et les autres pays, comme comparables à nous Des autres pays, donc si vous prenez le Royaume-Uni, donc dans le parc social, où c'est principalement les ménages pauvres qui sont hébergés, vous allez être à 4%, donc vraiment rien, parce que l'État prend en charge la quasi-totalité de votre loyer. Par contre, dans le parc privé, vous allez être à des niveaux plus élevés, vous allez être de l'ordre de 20-25%. Et en Allemagne, équivalent, vous êtes à 25%, plus proche des 30%. Donc en fait, on prend toujours l'Allemagne où les loyers sont beaucoup plus faibles. Mais quand on regarde les dépenses qu'on dépense vraiment en concret en logement, même s'il n'y a pas eu une augmentation aussi forte des prix en Allemagne, les Allemands dépensent plus en logement que les Français. Donc, bonjour à tous, merci de m'avoir invité à parler au Printemps de l'économie. Donc, je suis Benjamin Vignol, je suis économiste et statisticien au service statistique ministériel des ministères, de plein de ministères, écologie, énergie et notamment logement. Donc moi je m'occupe de logement et je vais vous faire un peu un panorama donc, dans la continuité de ce que vous a fait Guillaume,
Donc Guillaume essayait de voir si on pouvait régler la crise du logement en construisant davantage. Et moi, je vais montrer que ça peut aussi être un problème de réallocation ou de remobilisation des stocks. Donc, vous voyez qu'on peut faire en statique une photographie des stocks et regarder que ponctuellement, pour certaines catégories de ménages, on peut voir des situations de logement qui deviennent problématiques, des conditions de logement qui se durcissent, et notamment pour les ménages les plus modestes. Vous voyez sur ces chiffres issus de l'enquête logement, notamment le premier, les 20% de ménages les plus modestes, qui ont un taux d'effort, donc une part de dépenses liées au logement dans leurs revenus, qui s'accroît dans le social et qui s'accroît surtout dans le privé. On a un taux d'effort de ces ménages qui diverge beaucoup, une situation qui s'empire par rapport au reste de la population. Voilà. Ces besoins sont quantitatifs, mais ils sont aussi d'ordre qualitatif. Là, vous avez les chiffres qui sortent un peu tous les ans, issus du rapport de la Fondation Abbé Pierre. Donc là, vous avez les chiffres issus du dernier rapport qui fait que 3,8 milliards de ménages, 3,8 millions de ménages, pardon, étaient en situation de mal logement. Et vous voyez sur ce tableau à quel point le mal logement recouvre des situations qualitativement différentes. On peut aller du logement ponctuellement mal adapté, des pièces mal proportionnées, des logements vraiment très exigus, de la suroccupation, à l'absence de logement, voilà, pour à peu près 1 million de ménages, l'absence de logement propre. Donc cette photographie du stock de logements existants peut laisser à penser que déjà, on pourrait, avant même la réponse à la demande présente et future en construisant de nouveaux logements, il y aurait peut-être quelque chose à faire sur les logements déjà existants. Voilà. En les améliorant, c'est ça? En les améliorant, en les réallouant, en les modifiant. Donc vous voyez, ça se traduit très concrètement. Là, vous avez des cartes qui vous montrent les situations de suroccupation chez les ménages pauvres et les ménages modestes. Donc les pauvres, c'est le premier, les 20% de plus pauvres, et les modestes, c'est les 20% au-dessus. Vous voyez que dans les zones qu'on appelle tendues, donc l'Île-de-France et sa très grande aire urbaine, et le sud-est de la France, vous avez des ménages modestes qui connaissent des situations de suroccupation, probablement parce que se localisent dans des parcs résidentiels dans lesquels la mobilité est plus compliquée parce que les conditions de logement sont plus tendues et leurs revenus sont eux-mêmes diminués. Donc c'est difficile pour ces ménages d'accéder à de meilleures conditions de logement là où ils se situent. Voilà. Là, ces besoins en logement, ça se traduit par ça impacte des dépenses dérivées de manière très concrète. Donc là, c'est des chiffres issus de l'INSEE, qui ont des statistiques sur la vulnérabilité énergétique, et ça distingue la vulnérabilité énergétique liée au logement et notamment au chauffage à gauche, et celles qui sont liées aux dépenses de transport, donc intimement connectées à l'endroit où votre logement est localisé par rapport à l'endroit où vous travaillez, par exemple, ou l'endroit où vous devez aller faire votre recherche d'emploi. Donc on voit que ces conditions de logement entraînent des surcroîts de dépenses qui viennent en plus accroître votre taux d'effort quand vous êtes plus pauvre. Donc vous voyez les différences de modèles, notamment on voit bien que la vulnérabilité liée au transport, elle se situe notamment en périphérie des couronnes urbaines. Celle liée au chauffage, elle recouvre davantage ce qu'on appelle la diagonale du vide, qui va du sud-ouest au nord-est et qui renvoie plutôt aux ménages. C'est là que se concentrent les ménages les plus modestes, mais pas que. Vous avez aussi des logements dans certains centres qui peuvent être de mauvaise qualité parce que la rénovation y est difficile. Du coup, le chauffage y est moins économique et le surcroît de dépenses y est significatif. Donc, voilà, j'arrête avec ce constat un peu déprimant. Et je vais arriver sur les mesures qui sont mises en place pour essayer d'agir sur les stocks. Donc je vais me concentrer sur 3 types de mesures, il y en a d'autres, mais c'est les 3 sur lesquels on a vraiment des chiffres. Donc la première, c'est de dire on a un stock de logements vacants, non occupés, est-ce qu'on ne pourrait pas le remobiliser avant de recommencer à construire de nouveaux logements pour loger des ménages? La deuxième, alors je vais essayer de ne pas trop faire redite avec ce qu'a dit Gabriel en me concentrant plus sur les dimensions spatiales. Donc la deuxième, c'est de faire du logement social. En gros, ça revient à allouer une partie de votre stock
à des ménages plus modestes pour détendre leurs conditions de logement, améliorer leur taux d'effort. Et la troisième, c'est d'améliorer l'habitat et de faire de la rénovation urbaine. Alors, donc les logements vacants. Donc aujourd'hui, alors la vacance, c'est un peu difficile à mesurer selon les sources. On va dire qu'on est entre 6,5 et 8% de logements vacants en France. Évidemment, c'est pas uniforme sur le territoire. Donc là, je vous cartographie. Parmi les logements vacants qu'il y a en France, vous avez la carte de gauche vous montre les logements vacants qui retournent très vite sur le parc résidentiel. Donc c'est-à-dire que c'est des vacances transitoires de courte durée, probablement liées à des travaux ponctuels dans les logements. Alors que la carte de droite vous montre des logements qui deviennent vacants et qui restent vacants durablement, et voire qui finissent par être détruits. Donc, vous voyez qu'on pourrait dire qu'il y a un vivier de logements vacants à remobiliser, mais on remarque qu'a priori, ils ne se situent pas dans les marchés qu'on qualifierait traditionnellement de en tension. Notamment, ils correspondent assez bien à cette diagonale du vide, où il y a effectivement des ménages modestes, mais qui ne concentrent pas, a priori, les marchés locaux du logement les plus tendus. Donc les logements vacants ne sont pas là où on voudrait qu'ils soient. Voilà. En tout cas, les logements vacants mobilisables ne sont pas là où il faudrait qu'ils soient. Alors ensuite, quid de la mobilisabilité de ces logements vacants en global? Donc là, je vous présente deux résultats statistiques. Donc celui de droite d'abord, qui considère les logements qui deviennent vacants en 2000 et qui considère leur devenir au cours du temps. Et c'est ce que je vous disais. Vous voyez que le orange là, ça montre qu'une majeure partie des logements vacants reviennent très vite à la location. Et que finalement, il y a tout un tas de vacances transitoires qui peut être liées. Alors, c'est de la vacance d'au moins 1 an. Donc, a priori, on exclut que ce soit lié au coût de recherche de locataires, ou alors c'est une recherche qui se prolonge un peu, hein, en tout cas plus d'1 an. On pense plutôt à une vacance qui serait liée à des travaux, une amélioration ponctuelle du logement. Mais vous voyez que la majeure partie des logements vacants ressortent très vite de la vacance. Vous avez une partie résiduelle qui reste vacante, vous avez une partie qui est détruite. Là, c'est vraiment qui sont très mal localisés ou de très mauvaise qualité. Les courbes de gauche, c'est une étude en cours qui a été faite par plusieurs économistes, dont Gabriel, qui vous montre un petit peu la situation de la vacance. Donc, à partir de 1999, en fait, une mesure a été mise en place qui consiste à taxer ces logements vacants dans des grandes agglos qu'on considère comme étant des marchés tendus. L'idée étant que ça crée un coût d'opportunité pour un propriétaire à laisser un logement vacant, et c'est censé l'inciter à le revendre ou à le remettre sur le marché. Donc finalement, ces résultats nous montrent, vous voyez, le graphique de gauche, c'est des moyennes communales, et le graphique de droite, ça prend en compte, ça surpondère l'effet sur les grandes communes. Ça montre qu'effectivement, on voit un effet positif. Les communes taxées ont un taux de vacances qui réduit significativement, entre 1 et 1,5 points par rapport aux communes non concernées par la loi. Mais, a priori, si on en croit les statistiques qui sont le schéma qui est à droite, c'est surtout que ça va précipiter la sortie de la vacance de logements, a priori, qui ne seraient peut-être pas restés vacants longtemps. Et en tout cas, ça ne répond pas à la question de ces logements qui restent vacants très longtemps. Voilà pour la vacance. Alors, je passe au logement social. Donc, faire du logement social, en termes de stock, ça peut s'interpréter... Rapidement. Oui, donc j'y vais plus rapidement parce que Gabriel a déjà présenté ces aspects. Donc, vous voyez, le logement social, ça se concentre effectivement dans ce qu'on peut qualifier de marché tendu. On reconnaît les grandes agglomérations, Bordeaux, Nantes, Paris. Bon, même si vous avez des points ponctuels au niveau de Champagne, etc., Alsace, Lorraine. On voit effectivement, vous voyez, sur le graphique à droite, l'avant-dernier bâton, que les seuils rendent toute une partie de la population éligible, et que finalement, sur cette grande partie, sur ces 2/3 de population totale éligible, seul 17% effectivement va finir par se loger dans le social. Sachant qu'une fois que vous rentrez dans le social, vous n'êtes pas incité à en sortir. Donc rapidement, vous avez une loi qui a été mise en place... au début des années 2000, qui a consisté à stimuler la construction de logements sociaux dans les agglomérations moyennes et grandes, avec l'idée qu'on allait rééquilibrer l'offre sociale dans les métropoles. Donc ça, c'est
ces statistiques vous montrent qu'effectivement les communes qui ont été concernées par cette loi, donc la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, SRU, ont effectivement construit davantage, parce que si elles ne le faisaient pas, si elles avaient moins de 20% de logements sociaux parmi leurs résidences principales, elles avaient une amende proportionnelle à leur retard. Donc elles ont effectivement construit davantage. Néanmoins, la critique qu'on peut faire, qui n'apparaît pas directement dans ces statistiques, la première, c'est que finalement, la politique en soi, cette politique n'est pas pilotée par les conditions réelles de logement des ménages sur le terrain. Ça concerne toutes les villes de la même façon, quelles que soient les conditions de logement des ménages. La seconde, c'est que ça a des effets ambigus sur la ségrégation du parc social à l'intérieur des communes. C'est pas dit que ces logements sociaux vont se répartir aléatoirement dans le reste du tissu urbain. Donc, je ne reviens pas dessus. Effectivement, le social... Juste une précision quand même, les 20%, maintenant 25% de logements sociaux, c'est que dans les communes urbaines qui font partie de... Vous avez des seuils de population qui ciblent en gros à peu près 10% des communes françaises dans les grandes agglomérations. Donc le logement social, ça fonctionne effectivement comme une subvention en nature qui vous permet de vous loger, qui permet effectivement aux ménages d'accéder à des logements de meilleure qualité, d'accroître leur niveau de vie et surtout de se loger dans des espaces auxquels ils n'auraient pas pu accéder sans cette subvention en nature. Néanmoins, ça a des effets ambigus qui reflètent la tension sous-jacente au parc social tel qu'il existe en France. En gros, il s'est développé largement après la Seconde Guerre mondiale, plutôt au départ dans un objectif de mixité sociale, et avec l'essor des politiques de la ville à partir des années 80, est apparue une tension entre d'une part cet objectif de mixité et d'autre part l'idée d'avoir un ciblage renforcé sur les populations les plus modestes pour agir sur ces populations en plus fort besoin de logement en priorité. Donc vous voyez le graphique en haut à gauche vous montre qu'effectivement la part des ménages les plus riches dans le parc social a diminué au cours du temps et la part des ménages les plus pauvres a augmenté au cours du temps, même si aujourd'hui les ménages les plus riches représentent à peu près un peu moins de 10% toujours du parc social. Ce que je vous disais, c'est que le souci que ça peut poser, c'est qu'une fois que les gens sont dans un logement social, ils ne sont pas incités à en sortir, notamment quand le logement social est de bonne qualité, quand la subvention en loyer associé est plutôt bonne parce que le logement social se situe dans un quartier agréable, desservi par tout un tas d'aménités. Et donc vous voyez, les courbes qui sont sur le graphique en bas à droite vous montrent que le social est caractérisé par une faible mobilité par rapport aux autres segments du marché du logement, et notamment une faible mobilité des hauts revenus. Donc ça pose un problème pour le ciblage des personnes les plus modestes. Et en plus, ça pose un problème de mixité parce que ces personnes à haut revenu ne se localisent pas n'importe où. Vous voyez cette carte, ça ne prend que les ménages pauvres, et ça vous montre qu'en fait, le logement social... donc ça ne prend que les logements sociaux, et ça vous montre que le logement social est inégalement efficace à loger les personnes les plus modestes. Et en fait, vous voyez qu'il y a effectivement des marchés locaux très tendus au niveau de certaines grandes agglomérations. Je pense aussi au trait de côte littoral Côte d'Azur. Vous avez une grande tache claire en Île-de-France. Finalement, c'est tout un tas d'endroits où on peut penser que ces personnes modestes auraient des opportunités d'emploi si elles trouvaient à se loger, et où finalement elles se logent moins bien dans le social parce qu'il y a de moindres incitations à la mobilité hors du social. Comment on peut expliquer ça ? Bon, il y a tout un tas de raisons. Ces personnes, elles n'ont pas intérêt à bouger. Il n'y a pas de dispositif qui les force à bouger. C'est par ailleurs compliqué de retrouver un logement dans ces endroits. Il y a aussi les bailleurs sociaux qui sont incités, qui ne sont pas désincités en tout cas, qui ne sont pas incités à faire bouger ces personnes, parce que le bailleur social, malgré tout, il a besoin de dégager des ressources pour financer ces nouveaux logements, et de plus en plus de ressources. Vous voyez ces graphiques qui reflètent le modèle de financement des logements sociaux. Alors vous voyez, la première chose, c'est que le prix moyen d'un logement social a fortement augmenté, que les aides de l'État restent conséquentes, c'est les fonds du livret A qui permettent de faire des taux préférentiels pour financer le social, mais que, par ailleurs, au cours des années 2000, les bailleurs sociaux ont été amenés à de plus en plus devoir mobiliser des fonds propres pour financer le logement social, et pour ça, on a besoin d'avoir une population dont on sait qu'elle va verser régulièrement des loyers. Donc, on va plutôt, parmi les 2/3 de ménages éligibles, cibler le haut du pavé plutôt que le bas du pavé.
Voilà. Le troisième type de politique, ça consiste à faire de la rénovation urbaine et de l'amélioration de l'habitat. Donc moi, je vais me concentrer sur la politique de la rénovation urbaine qui est menée par l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Donc en gros, ça consiste à mener localement des opérations pour rénover des quartiers très localisés. Parfois, ça peut consister à détruire des vieilles barres d'immeubles et à reconstruire des logements de meilleure qualité. Donc ça a été mis en place à partir de 2003. Les opérations ont surtout commencé à partir de 2007. Vous voyez ces graphiques qui vous montrent une vague de destruction de logements significative dans ces quartiers par rapport aux autres quartiers politiques de la ville non concernés par la rénovation urbaine ou au reste des communes françaises. Donc une vague de destruction significative suivie d'une vague de construction et une diminution de la part de logements sociaux. L'idée étant qu'on veut favoriser la mixité sociale dans ces quartiers, éviter d'y concentrer des ménages modestes au même endroit en y développant trop le social. Donc, je vais passer rapidement sur ces graphiques. En gros, ce qu'on retient, c'est que ces politiques, ça cible donc des micro-quartiers. Ça concerne un petit peu moins de 10% des ménages, donc c'est très ciblé. Mais c'est des fonds conséquents. Hein. Le premier plan de rénovation urbaine, c'est 45 milliards sur la première décennie des années 2000. En fait, les résultats, le premier plan de rénovation, enfin les premières rénovations urbaines vont être complètement terminées d'ici 2018. Donc ça, c'est une étude inédite qui est menée par des économistes de Sciences Po qui permettent de dresser un bilan à mi-parcours. Donc on voit bien que ça cible des populations effectivement plus modestes, plutôt en logement social, que ça diminue le logement social. Néanmoins, ça s'est accompagné surtout d'une augmentation de la vacance. Donc là, on peut se demander, est-ce que ça tient au fait que les logements qui ont été reconstruits n'ont pas encore été commercialisés, ou est-ce qu'on a fait des logements de très bonne qualité, finalement, qui deviennent moins accessibles pour une population très modeste. En tout cas, ce qu'on voit effectivement, c'est que ça a diminué dans ces quartiers la proportion des ménages du premier quartile de revenus, donc des 20% de ménages les plus pauvres, et ça a aussi diminué la proportion des ménages les plus riches. Donc ça a concentré surtout, ça a fait venir de la population de ménages du deuxième quartile, donc des ménages modestes, mais pas trop, on va dire. Donc pour l'instant, c'est assez ambigu, les conclusions qu'on peut tirer du PNRU. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est des effets transitoires qui vont être amenés à évoluer, ou est-ce que finalement ça va rester comme ça? Et si ça reste comme ça, la question qu'on a envie de poser en creux, c'est mais ces ménages modestes qui sont partis de ces quartiers rénovés, où est-ce qu'ils vont? Donc, ça sera ma conclusion. Où est-ce qu'ils vont? Ils pourraient, donc l'idée, là, vous avez vu le projet de loi Égalité et Citoyenneté qui a été soumis en Conseil des ministres cette semaine. L'idée, c'est de les faire aller soit dans le reste des agglos, plutôt dans les quartiers favorisés, en attribuant les logements publics disponibles dans ces quartiers, soit de leur retrouver une place dans le parc social en incitant davantage la mobilité des occupants du parc social les moins modestes qui auraient les ressources nécessaires et peut-être pour se loger dans le parc privé. Donc à voir, on voit finalement que si la crise du logement est une question de volume, c'est aussi une question de répartition et d'allocation des stocks. Très bien. Donc, mobiliser les logements vacants, pas évident. Le plan de rénovation urbaine, résultat mitigé. Donc, on n'a pas beaucoup de pistes. Mais écoutez, merci beaucoup. Merci à nos intervenants. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et merci au Printemps de l'économie.